Bonjour Justine. Bonjour Amélie, merci d'avoir accepté l'invitation de Mailoop. Alors, je vais essayer juste en termes de manip. Normalement, je dois pouvoir jouer pour pouvoir faire apparaître en grand écran. Ah ouais, c'est pas mal. Ok, donc je vais faire l'animateur en fonction des moments. Donc, juste une petite intro. Nous, on organise ce webinaire pour essayer de faire parler justement des dirigeants sur leurs pratiques numériques, parce qu'on est convaincu que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et donc, Amélie nous a fait le privilège d'accepter le premier tour et la première interview croisée, d'autant plus que je pense qu'elle n'est pas très loin de son terme. Donc, en complète contradiction avec nos principes de droit à la déconnexion, elle a accepté de participer. Je te laisse te présenter, Amélie. Oui, merci beaucoup Arthur pour l'invitation. Donc, je m'appelle Amélie Séguré, je suis donc directrice marketing chez Blablacar, actuellement en congé maternité, puisque j'attends mon troisième enfant qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Mais donc j'avais un peu de temps et je suis très contente de pouvoir participer à ce webinaire pour vous parler de ma vie de mail chez Blablacar. Donc chez Blablacar, j'ai occupé différents rôles. Ça fait 5 ans que j'y suis. Et avant ça, j'étais consultante en développement durable. Et j'ai une formation d'ingénieur. Super. Donc déjà, petit engagement, hein, si l'accouchement se produit pendant le webinaire, donc l'enfant s'appellera Mailoop. On a fait un vote en amont, voilà, pour qu'il y ait une petite dédicace. Très bien. Alors, l'idée, effectivement, c'est qu'on voulait parler des pratiques de communication. Alors, en petite intro, on s'est fait quand même un petit jeu. On pense que justement, quand on parle de communication numérique, et tu devrais le découvrir, Blablacar, c'est pas mal en termes de messages, avis et autres formes de communication non violente. Donc ça, c'est plutôt sous l'angle de la communication B2C et ce qui se passe en externe. Mais nous, notre idée, c'est un peu de questionner les habitudes qu'on peut avoir justement dans nos modes de fonctionnement dans l'entreprise. Et pour ça, on a fait une grande enquête sur les pratiques digitales. Donc, on va essayer de partager avec toi les résultats, puis avoir des éléments de réponse avec ton expérience et ce que tu as pu vivre. Mais avant ça, on va te poser quelques petites questions quand même pour essayer de comprendre comment toi, tu fonctionnes justement face au numérique. Alors, est-ce que tu es plutôt blabla mail, blabla visio ou blabla tout court? Moi, je suis plutôt Bla, en fait. Je ne sais pas si vous savez que le nom Blablacar, ça vient du fait que sur la plateforme, on peut choisir si on est plutôt Bla, Blabla ou Blablabla. Donc, pour pouvoir dire aux autres covoitureurs si on parle beaucoup dans la voiture. Donc, je dirais que je suis Bla tout court. J'aime bien avoir une communication plutôt synthétique. Voilà, je répondrai Bla tout court. Très bien. Tu es plutôt télétravail dans la cuisine ou dans le salon? Comment as-tu mené tes négociations? Plutôt n'importe où les enfants ne sont pas. Donc, je suis flexible. Très bien. Avec ou sans caméra, tes visios? Plutôt avec. J'essaye au moins voilà, d'allumer la caméra au moins au début. Je trouve que ça permet de montrer qu'on est présent et attentif. Après, ça m'arrive de la couper, soit quand la connexion est mauvaise, soit quand les enfants débarquent, débarquent dans la pièce. Mais j'essaie de l'allumer au moins au début. Tu as combien de mails non lus dans ta boîte? Alors là, ça atteint des sommets puisque je suis en congé maternité. Des milliers. Et même sans être en congé maternité, j'en ai en général des milliers. D'accord, tu n'es pas en stratégie zéro mail non lu. Pas du tout. Et je suis pas du tout non plus en stratégie de tout enlever de l'inbox une fois que j'ai lu. On utilise chez Blablacar la solution Gmail et je trouve que la recherche dans Gmail est incroyablement efficace pour retrouver un mail. Donc maintenant, je ne trie plus mes mails, je les retrouve facilement grâce à la magie de la recherche Gmail. Ça marche. Bah, vu ton passé de consultante en développement durable, on parlera de l'impact carbone, de stocker tout C'est ça. bon. Tu me feras penser de te poser la question. C'est quoi un peu ta journée type, justement, entre les différents canaux, email, visio, Slack, production, on va dire, avant ton congé maternité? Et avant le confinement ou pendant le confinement? Avant le confinement. Avant le confinement. Euh, Ma journée type commencerait plutôt par dépiler les emails, euh,
des visios, il y en a, enfin, je dirais que dans une journée type, j'ai passe peut-être à peu près la moitié de mon temps, un peu moins de la moitié de mon temps, peut-être 40% de mon temps en réunion, pour lesquels chez Blablacar, il y a souvent un élément de visio, puisque comme on est une boîte internationale, on travaille avec des équipes dans 8 pays. Donc il y a souvent, très souvent, au moins une personne qui est en visio parce que pas basée à Paris. Et je dirais le reste du temps, du coup, voilà, 50% du reste du temps est plutôt sur de la production. Et c'est dans ces moments de production que je vais plutôt utiliser les messageries instantanées parce que c'est là que je vais avoir besoin de réponses rapides à certaines questions précises. À quand remonte ton dernier mail envoyé pour le boulot alors que tu aurais dû déconnecter? Question très à propos dans ce contexte. Finalement, pas si mal, hein, parce que je suis partie en congé maternité le 3 avril et je pense que j'ai continué un peu à surveiller la boîte mail pour vérifier que voilà, qu'il n'y avait pas des messages qui venaient et qui allaient se retrouver sans réponse. Et je pense que peut-être une semaine après, j'ai reçu une invitation à un meeting où c'était quelqu'un qui n'était pas au courant que j'étais en congé maternité. Donc là, j'ai répondu pour dire qu'il fallait inviter quelqu'un d'autre. Donc c'était il y a plus d'un mois. Ok, pas mal. Ouais. C'est quoi la chose qui t'énerve le plus, ton irritant ultime dans les échanges numériques? Je pense que c'est les conversations email. Enfin, je crois qu'un mail, en fait, une fois qu'il y a 2-3 allers-retours, c'est que c'est plus le bon médium. Enfin voilà, si on envoie un mail, que quelqu'un répond en posant une question, qu'on répond, qu'il y a à nouveau une question. Là, je crois que c'est le signal qu'il faut peut-être se parler ou passer sur un canal peut-être plus réactif. Surtout s'il y a plusieurs personnes en copie de tout ça. Et ça m'énerve quand les gens ne le font pas et qu'on continue à avoir le ping-pong entre deux personnes du groupe par mail, alors qu'une conversation à l'oral semblerait peut-être plus appropriée. Quelque chose que tu n'as jamais osé dire à ton boss sur sa façon de communiquer. Et je rappelle que ce qui est dit sur Mailloop reste avec Mailloop et avec Internet pour l'éternité. Donc, ça ne sera jamais répété, bien sûr. Je pense que c'est le multicanal. Donc, mon boss, c'est le CEO de Blablacar, pour ne pas le nommer. Et parfois, il a des obsessions. Il veut avoir une information. Donc, il va utiliser un canal de messagerie instantanée pour communiquer avec ses équipes. Il attend pas forcément une réponse tout de suite, mais il aime bien être sûr qu'on a lu le message. Et donc, si on n'accuse pas réception du message, il va 5 minutes après envoyer le même message sur un autre canal de messagerie, ce qui peut parfois être un petit peu pressurisant. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, la stratégie de message sur Slack, Hangout, WhatsApp, mail. Et voilà. Mais avec le temps, on apprend à accuser réception du premier message pour éviter ce bombardement numérique. Ok. Donc, ce que je disais, on appelle ça un peu la stratégie de la mitraillette chez nous. C'est on commence à envoyer sur le multicanal pour obtenir sa réponse. Merci. Alors, premier petit sujet qu'on voulait aborder avec toi, donc c'est le droit à la déconnexion qui est effectivement fortement lié aux usages de l'email. Quelques chiffres qui sont sortis de l'enquête. En gros, depuis le confinement, on pense qu'il y avait un sujet vraiment à regarder cette période-là. 30% des gens se sentent plus sollicités en dehors des horaires de boulot. Donc ça, c'est un premier résultat important. Et derrière, en fait, les gros enjeux, c'est la fatigue, l'épuisement. On a 28% de gens qui se sentent quasiment surmenés. Donc, on voit qu'il y a un vrai impact derrière sur les rythmes de boulot. Et ce qu'on appelle le blurring, en fait, c'est le floutage de la frontière entre vie perso et vie pro. Donc, la difficulté à faire des pauses, des arrêts, etc. Donc, le sujet du droit à la déconnexion, qui était peut-être perçu comme quelque chose de connexe, on pense qu'il est vraiment plus important aujourd'hui. Je voulais avoir déjà un peu ton avis. Est-ce que toi, tu penses que le droit à la déconnexion, c'est un droit du salarié, c'est plutôt un devoir? Comment tu le définirais, toi? Je pense que c'est un peu une discipline personnelle. Évidemment, l'entreprise peut envoyer les bons signaux
pour que les gens se sentent à l'aise de mettre en place cette discipline personnelle. Mais je crois pas trop, moi, aux règles fixes, voilà, que l'entreprise se dise, ben voilà, à partir de 20 heures, il est interdit d'envoyer des emails parce que, bah, et surtout en ce moment, si ça se trouve, 20 heures, c'est le moment parfait pour certains qui ont les enfants pendant la journée de travailler et d'envoyer des emails. Donc, je crois pas forcément à des règles qui valent pour tout le monde sur le droit à la déconnexion. Je crois plutôt à encourager, à envoyer les bons signaux, et ça peut être je pense à un exemple, moi je trouve un signal hyper fort qu'on a au sein du COMEX de Blablacar, c'est qu'on est plusieurs jeunes parents au COMEX de Blablacar, y compris des hommes d'ailleurs, et je pense que le signal est encore plus fort quand ça vient des hommes. Et dans nos calendriers, ceux qui ont des contraintes familiales, on a des créneaux bloqués où c'est clairement explicite que c'est le moment où on s'occupe de nos enfants. Et donc, le VP Product, le VP Engineering, ils ont plusieurs soirs par semaine ou de 17h à 19h, ils sont occupés parce qu'ils s'occupent de leurs enfants et c'est très clair dans leur calendrier. Je pense que ce genre de signal, ça permet d'envoyer un signal hyper encourageant pour dire, ben voilà, vous pouvez avoir cette discipline personnelle de vous bloquer des créneaux pour des moments où vous avez besoin de déconnecter. Et après, chacun a besoin de déconnecter peut-être à des heures différentes, donc on n'impose pas des horaires, mais de montrer que c'est possible. Parce que par contre, si on dit juste aux gens, oui, oui, faites-le, imposez-vous une discipline personnelle, mais sans avoir ce genre de signal fort de tout en haut, je pense que c'est très difficile pour certains de prendre l'initiative parce que voilà, la peur d'être jugé ou de pas trouver de peut-être abuser de ça. Et donc, ouais, je rebondis là-dessus. Pour toi, donc tu vois vraiment ça avec les exemples que tu nous donnes comme aussi une question pour les dirigeants. Peut-être au-delà de Blablacar sur les boîtes d'avant, tu penses que c'est réellement compatible le problématique de droit à la déconnexion ou c'est parce que c'est une boîte un peu unique dans laquelle tu bosses? Je suis pas sûre d'avoir compris ta question. Tu veux dire que en gros, est-ce que concrètement, vu le niveau d'exigence, tu vois, là, tu es dans une situation où globalement, il y a une certaine forme d'empathie et de compréhension des enjeux, le fait de pouvoir afficher sur son agenda ces choses-là, il y a quand même beaucoup de boîtes dans lesquelles on ne le fait pas. Donc, toi, comment tu imagines ça? Est-ce que tu penses que c'est réellement possible? On peut réussir à être performant à haut niveau et vous le vivez? Ou est-ce que c'est un peu une utopie et que ce sera difficile à réappliquer dans d'autres secteurs? Ah bah, moi, je suis convaincue que c'est possible. Enfin, je crois pas que on soit moins performant parce qu'on fait ça. Je crois qu'on arrive à attirer beaucoup plus de talents parce qu'on fait ça. Donc, enfin, moi, je suis convaincue qu'il faut aller de plus en plus vers ça. Je pense que le plus dur, c'est de commencer en fait. C'est de poser les premières étapes. Mais alors, qui a eu l'idée, par exemple, de l'agenda en termes de bonnes pratiques? Qui c'est le premier qui a lancé ça? Je saurais pas dire exactement. Je pense que c'est venu un peu de manière organique. Moi, en fait, je l'ai fait dès le début chez Blablacar. Il se trouve que j'ai démarré chez Blablacar. Je revenais de congé maternité, donc je venais d'avoir mon premier enfant. Et du coup, bon bah voilà, nouvelle entreprise, nouveau rythme. Ils m'ont connue dès le début maman, et donc dès le début j'ai mis mes contraintes horaires dans mon agenda. Après, est-ce que c'est moi qui ai je me suis aussi sentie à l'aise pour le faire, donc je pense qu'on avait déjà cette culture de transparence de l'agenda, ce qui n'est pas le cas dans toutes les boîtes, et de partage. Tout le monde peut voir l'agenda de tout le monde. Donc ça, forcément, c'était un signal encourageant. Et après, il y a d'autres gens qui l'ont fait. Je me rappelle qu'on en avait parlé. Enfin, je sais pas, c'est venu de manière un peu organique, ouais, spontanée. Ok. Alors, deuxième sujet qu'on suit aussi attentivement, c'est on se rend compte que dans les échanges digitaux, il n'y a pas vraiment de place pour l'émotion. En fait, quand on regarde dans la communication, les chiffres montrent que 93% de la communication, elle est non verbale. Donc, quand on s'échange finalement des emails, des Slack et autres, on n'est que sur 7% du sens des choses qu'on échange et finalement, ça explique beaucoup des situations qu'on vit. Donc, on a creusé dans les questions de notre enquête. On s'est rendu compte que déjà les visios, près de la moitié des gens avaient du mal à lire les émotions de leurs collègues. Même par l'image, en fait, on arrive beaucoup moins à ressentir les émotions. Que 47% des gens se sentaient hypersensibles.
Donc derrière, on voit vraiment que on n'interprète pas de la même manière le comportement des autres, justement quand on passe par des canaux de communication écrits. Donc je sais pas, je voulais avoir un peu aussi ton avis pour toi quand c'est quoi la place des émotions quand on communique par mail? Est-ce que c'est quelque chose de très factuel? Est-ce qu'il faut utiliser d'autres canaux? Enfin, comment tu fais ou comment tu ferais pour justement essayer de pacifier tout ça? Ouais, je pense que c'est un vrai sujet. Je lisais un article l'autre jour d'un prof de l'INSEAD qui s'appelle Gian Piero Petriglieri qui a écrit un article sur le Zoom fatigue et il expliquait que donc lui il est psychanalyste je crois de formation et il a un peu étudié ça et il disait qu'on sortait un peu épuisé de ces journées de visioconférence notamment parce que en fait on a un problème d'empathie avec les gens qui se fait pas et que le fait que voilà le lien humain avec les gens se fait moins dès que la connexion est pas terrible et qu'on n'entend pas bien les gens ou qu'on n'arrive pas bien à comprendre ce qu'ils disent, etc. Tout d'un coup, on perd ce lien humain qu'on a dans une réunion plus classique et cette empathie qu'il y a. Et c'était un des facteurs de fatigue de la journée de visioconférence. Donc, je pense que c'est un vrai challenge. Je vois quand même quelques petits signaux positifs dans cette période particulière de confinement où je trouve, par rapport au monde d'avant, on prend quand même le temps. Alors, c'est peut-être pas suffisant, hein, mais comme on sait que tout le monde est dans des situations compliquées, que peut-être il y a des gens malades dans l'environnement, etc., que ce soit par mail ou par Slack ou par visio, on prend quand même ce petite phrase ou cette petite temps pour, en tout cas, avoir un petit mot pour vérifier que tout le monde va bien. Et ça, c'est nouveau. Et j'espère vraiment que ça va rester en place. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, mais en tout cas, je vois déjà ça comme un petit progrès. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on l'a vu dans 70% des cas, les gens, ils ont senti qu'il y avait quand même un progrès, un gain dans l'attention, le care, hein, le soin de l'autre. Donc effectivement, ça c'est plutôt positif. Et dans les échanges, alors ça a peut-être été plus dur parce que vu que tu étais en congé mat, mais est-ce que tu l'as vécu au tout début du confinement? Est-ce que tu as senti que ça pouvait être un vecteur d'incompréhension plus important au sein des comités de direction? Eh ben, pas trop, non. Enfin, du coup, j'avais quand même fait quelques-uns des comex complètement en visio avant de partir en congé maternité, là. De toute façon, on avait déjà pas mal de gens en visio au comex avant ça. Pas trop. Euh, j'ai trouvé au contraire que c'était parfois des réunions plus efficaces. Parce que on est aussi conscient que peut-être que c'était finalement plus dû au fait que ce que j'ai fait, c'est vrai que c'était au tout début du confinement. Nous, chez Blablacar, on était aussi en mode de bonne gestion de crise parce que je vous cache pas que le transport longue distance de voyageurs a été quelque peu impacté par cette crise. Euh, et donc, je pense qu'il y avait une certaine conscience aussi de tout le monde que, bah, voilà, tout le monde avait beaucoup de choses à faire à titre perso et à titre pro. Et les comex ont été en fait très, très efficaces sur cette période-là. On prenait moins de temps à voilà, parler un peu pour ne rien dire, ce qui peut arriver parfois en réunion physique, ce qui arrivait plus souvent finalement en réunion physique. Ce qui est intéressant aussi, moi, c'est un sujet qui pourrait se creuser, c'est que il y a moins de place à l'interruption de l'autre, parce que vu que la communication est quand même toujours assez mauvaise, et on a du mal à couper l'autre, donc il y a peut-être aussi beaucoup moins de man-interrupting ou autres phénomènes de ce genre-là. Ça pourrait être analysé. Donc toi, oui, on va pas, tu l'as déjà un peu expliqué, hein, tu considères que effectivement, il faut être assez transparent et partager justement ce volet d'émotion. Donc, je voulais enchaîner ensuite sur un thème plutôt orienté outils. Bah, peut-être nous présenter un peu ce qu'on appelle en franglais la digital workplace. C'est quoi votre environnement en gros chez Blablacar? Par où vous êtes passé? Combien d'outils? Et j'ai dit 20 outils maximum, 20 outils pardon, maximum. Ouais. Et là, on parle bien d'outils de communication. Hein. Ouais, communication, ouais. Donc nous, je disais, on utilise les solutions donc Gmail pour l'email et donc toutes les solutions Google en fait aussi pour tout ce qui est partage de documents. On travaille exclusivement sur documents partagés, donc beaucoup de Google Docs. On utilisait jusqu'à très récemment aussi du coup la messagerie instantanée de Google qui est Google Hangout, mais en parallèle on utilisait aussi Slack et on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué parce qu'il y avait une espèce d'apprentissage qui se faisait de manière complètement informelle pour savoir que telle personne était plutôt une Hangout personne et telle personne était plutôt une Slack personne et donc
pour des nouveaux arrivants, c'est pas toujours trivial de comprendre sur quelle messagerie contacter quelqu'un. Donc récemment, on a pris la décision de fermer Hangout en fait pour tout le monde et de basculer intégralement tout ce qui était messagerie instantanée sur Slack. Donc voilà, Gmail, Google Doc, Google Drive, Slack pour la messagerie instantanée. Et après, toutes les équipes de développeurs, donc plutôt côté engineering et tech, utilisent aussi Jira, qui est une plateforme de ticketing en fait pour suivre les tâches techniques à faire et sur laquelle il y a aussi un système de messagerie où on peut commenter les tickets en cours. Ok, très clair. Pour toi, en gros, est-ce que justement dans cette logique d'outils, est-ce que tu es plutôt dans la centralisation, on essaie d'avoir un seul outil qui fait tout? Est-ce que tu te dis finalement un besoin de communication égale un outil spécifique bien dédié? Ou est-ce que tu es plutôt en mode arrêtez de me parler d'outils, je suis armé? Je suis plutôt entre le premier et le deuxième, je dirais. Enfin, je pense que, enfin, je crois pas trop. Il y a des gens qui, d'ailleurs, il y a certaines personnes chez Blogger aimeraient qu'on passe tout sur Slack, par exemple, qu'on n'ait plus d'email et qu'on passe tout sur Slack. Je suis un peu sceptique, moi. Peut-être que je suis déjà un peu vieille par rapport à la moyenne d'âge de cette boîte, je sais pas. Donc, je crois plutôt que quand même le mail et Slack répondent à des besoins différents et donc peut-être que ça vaut le coup de garder les deux. Après, je pense que c'est très bien la décision qu'on a prise de pas avoir Hangout et Slack parce que c'est quand même des choses très 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 proches. Donc là, pour le coup, converger sur un seul outil me paraît être une bonne chose. Après, voilà, je crois pas trop à l'outil magique qui va d'un coup répondre à tous les besoins. Donc, je dirais plutôt un besoin, un outil, en essayant quand même de mutualiser sur des usages très proches, de pas multiplier non plus les outils. Éviter les doublons, quoi. Ok. Ouais. Et un sujet justement qui m'intéresse particulièrement, c'est vous êtes une boîte tech, mais qui a quand même beaucoup grandi. Est-ce que le sujet de la fracture numérique, c'est quelque chose qui existe chez vous ou justement là, quand vous migrez sur Slack, vous vous rendez compte que des gens ne maîtrisent pas? Est-ce que c'est des choses que vous regardez? Alors oui, franchement, c'est pas trop un sujet. C'est un peu plus un sujet depuis qu'on a fusionné avec Webus, qui était une boîte où déjà avec beaucoup plus de métiers terrain opérationnels. Enfin voilà, des gens qui passent leur journée en station de bus pour aider les voyageurs, passent moins de temps mécaniquement devant un ordinateur que, que les effectifs de Blablacar le faisaient avant, puisque nous on est, enfin le côté covoiturage c'est vraiment pur numérique. Et où aussi la moyenne d'âge chez Webus était légèrement plus élevée que chez Blablacar, mais on reste quand même sur des populations très jeunes. Donc, je parlerai pas de fracture numérique. Il y avait quelques petits écarts de connaissance de certains outils, mais qui ont été, ça n'a pas été un gros handicap. Il a fallu qu'on s'en occupe quand même. Il a fallu, typiquement, le passage sur Google Doc était pas forcément trivial pour tout le monde chez Webus. C'était une habitude à prendre, mais il n'y a pas eu de conduite du changement hyper compliqué à faire pour que cette transition se fasse, quoi. Et vous monitorez justement pour essayer de chiffrer un peu, voir combien d'utilisateurs, est-ce que tout le monde est bien sur ces outils-là? Est-ce que vous faites des choses sur ça ou vous faites ça vraiment à l'intuition plutôt? On monitore pas tellement l'usage des outils. On a plutôt fait des sondages. On utilise, on fait des sondages internes régulièrement. On mesure le NPS interne des équipes en fait. Donc via la question, est-ce que vous recommanderiez Blablacar comme endroit pour travailler à vos proches? Et on profite parfois de ce questionnaire qu'on envoie chaque mois pour ajouter quelques questions. Et donc c'est via ce canal-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés notamment sur les outils ou des choses comme ça. Mais après on suit ça plutôt via enquête. Plutôt côté qualitatif. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager justement sur les différents canaux de communication? C'est une question que je t'avais demandé éventuellement de
réfléchir. Est-ce que tu as eu des petites idées de petites astuces qui sont bien à toi et que tu aimerais partager? Moi, je note celle de l'agenda partagé personnel avec les éléments clés qu'il faut sacraliser. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Tu en as peut-être une autre, je te laisse me dire. Ouais. Sur les flux d'informations, pas tellement. En revanche, je trouve qu'on a mis en place une bonne pratique chez Jolivet sur les réunions et sur la préparation des réunions et de la manière dont on catégorise en fait les différents types de réunions, qui nous a fait gagner énormément de temps et éliminer énormément de frustration. Donc on a des principes internes chez Jolivet depuis le début. Et il y en a un qui s'appelle Dream, Decide, Deliver. L'idée, donc c'est vraiment, enfin, on en a 5 comme ça, des principes, c'est un peu des petits motos comme ça qui aident à aligner un peu tout le monde sur des manières de travailler. Et celui-là en particulier est vraiment très utile sur la gestion des réunions. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'une réunion où il y a quelqu'un qui est là en pensant que c'est un brainstorm, quelqu'un qui est là en pensant que c'est une réunion pour décider, et quelqu'un qui est là en pensant que c'est une réunion d'information où on donne juste un update sur où on en est, c'est sûr que ça va être un fiasco. Et donc, c'est hyper important d'être clair sur, OK, ce sujet-là, est-ce qu'on en discute pour prendre les avis de tout le monde, auquel cas c'est un dream meeting? Est-ce qu'on en discute parce qu'on a une décision à prendre, auquel cas il faut vraiment arriver en ayant bien cadré, ben, voilà la décision à prendre, voilà peut-être une recommandation, voilà les pour, les contre, etc. Et on ne sort pas du meeting tant qu'on n'a pas pris la décision. Ou est-ce que c'est un meeting d'information où on dit ben voilà où on en est, voilà, pour donner de la visibilité. Et depuis qu'on a vraiment ces catégories, et qu'on les applique aussi très concrètement, donc quand on envoie une invitation pour un meeting, dans le titre de l'invitation, on va dire est-ce que c'est un Dream, Decide ou Deliver meeting. Alors parfois dans un meeting, on a différents sujets qui sont sur différents niveaux. Donc dans ce cas, ça va être au niveau pas de l'invitation, mais de l'agenda de la réunion. On va dire ben voilà, les sujets à l'ordre du jour, ça va être Dream sur ce sujet-là, Decide sur ce sujet-là. Et le récap de la réunion qu'on envoie est aussi structuré de la même manière. Et ça, vraiment, je trouve que ça a été une petite révolution quand on a mis ça en place pour éviter des situations où quelqu'un pense qu'il faut absolument décider alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on attend. On attend plutôt des idées. Ou alors, on est là pour décider et quelqu'un repasse en mode dream et dit « Ah, mais on aurait peut-être pu faire ça. » Ben non, en fait, c'est plus le moment là. On décide ou on a déjà décidé, on est en train de… Et alors, est-ce que vous êtes amusé à mesurer justement la proportion de réunions Dream, Decide, machin, dans vos 3 thèmes, en fonction justement de tous les événements? Non, c'est vrai, ça pourrait être intéressant de le faire. On l'a pas fait, ouais. Ok, piste de réflexion. Dans les bonnes pratiques, c'était juste pour ouvrir la discussion. Ça m'intéressait de savoir, toi, en tant justement que dirigeante, est-ce que tu t'es intéressé, formé au sujet de communication non violente? Et si oui, par quel biais, par quel moyen ou pourquoi ça t'a intéressé? Alors, ça m'intéresse. Je me suis pas formée notamment à la communication non violente précisément. En revanche, tout le COMEX de Blablacar, on a suivi tout un cycle de formation et de coaching. Ça s'appelait pas de la communication non violente. Genre, j'ai pas lu tout un tas de docs sur la communication non violente. Peut-être que c'est des outils différents, mais c'était quand même des notions d'être un peu centré sur calmer un peu ses émotions à soi. Enfin, il y a des petites techniques un peu qui s'apparentent à, ouais, je sais pas comment appeler ça, mais de la méditation. Mais en tout cas, ce côté d'être un peu grounded, je sais pas comment le dire, voilà. Un peu congruent, un peu stable, et aussi développer de l'empathie vis-à-vis de l'autre. Voilà, on a travaillé sur des petits frameworks avant d'avoir une conversation difficile. Réfléchir à l'autre personne en face de moi, quels sont ses besoins, quelles sont ses angoisses, comment moi je peux au mieux l'aider à y répondre. Donc je pense que c'est proche et c'était assez utile effectivement d'avoir ce langage commun au sein du COMEX parce que ça permet maintenant voilà quand on est en groupe et que la conversation commence à déraper, ça nous permet de faire référence à ces trucs-là, de dire bah tiens, toi, tu es en train de rentrer en résistance, qui était le jargon du formateur, ou là, je crois qu'on a tous besoin de faire un petit moment ressources, qui était le jargon du formateur sur allez, on enlève un peu la vapeur là. Et donc le langage commun pour pouvoir chacun du coup pouvoir identifier ces dérapages-là, ça a vachement de valeur.
que ce soit la communication non violente ou d'autres frameworks. Ouais. Ok, excellent. Deux derniers sujets. Et, un premier thème, c'était maintenant se poser la question on est en phase de déconfinement, donc on s'est intéressé, nous, dans l'enquête pour essayer de comprendre ce que les gens avaient en tête. Ce qui est intéressant, c'est que sans les avoir influencés, spontanément, les gens dans leur agenda se sont dit finalement, ce que j'ai envie après, c'est de gagner 1 heure par jour de productivité. Et ils veulent la gagner sur le temps passé à gérer leurs emails. Donc ça tombe bien parce que c'est un peu notre sujet. Donc une envie un peu du champ de libérer du temps de productivité. L'autre enseignement clé, c'est qu'il y a quand même une confiance assez forte qui s'est marquée dans les entreprises. C'est-à-dire que globalement, les gens trouvent que la crise a été bien gérée et que les boîtes ont été assez congruentes avec leurs valeurs. Donc ça, c'est plutôt des signaux positifs. Et dernier point, on s'est intéressé aux préoccupations post-confinement. C'était quoi vos 3 priorités à la sortie du confinement? Et clairement, ce qui ressort, alors c'est peut-être un peu en petit, c'est organiser ses vacances, repenser sa façon de travailler à la lumière des outils qu'on a découverts et questionner son mode de vie personnel. Alors, moi, je voulais te poser la question. Alors, évidemment, on se doute un petit peu de la réponse, mais quel est un peu ton programme, justement, après le confinement? Ou qu'est-ce que tu en tirerais, en tout cas, comme enseignement à titre personnel? Ouais, mon programme après le confinement va continuer à ressembler pas mal au confinement, puisque finalement, s'occuper d'un nouveau-né, c'est quand même pas mal centré sur le foyer et rester pas mal à la maison. Donc voilà un peu mon programme des prochains mois. Comment cette période de confinement va changer ça? Je pense quand même que ça fait quand même franchir un cap à beaucoup de gens. Enfin, moi, je fais partie de ces Parisiens qui ont fui Paris pour la période de confinement. Et je crois vraiment que le confinement a fait passer un cap à beaucoup de gens sur le lieu en fait où on travaille, qui finalement change pas grand-chose à la productivité et change quand même beaucoup au quotidien et à la qualité de vie. Et je lisais un article l'autre jour un peu provocateur qui promettait la fin du bureau et le passage à une ère complètement remote. Alors, c'est un point de vue un peu extrême, mais ce qui était intéressant dans ce qu'il racontait, c'était en fait, il disait maintenant on a des outils, donc un ordinateur portable, des connexions internet, enfin voilà, tous ces outils numériques qui en fait font qu'on n'a plus besoin. Enfin, le bureau avait été inventé à une époque où on avait des classeurs dans des archives et une agence créa devait aller voir dans les classeurs pour chercher des photos de la banque d'images pour faire ses créas. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça se passe plus sur des outils physiques, mais sur des outils numériques. Mais on a gardé cette tradition de tous se retrouver quand même dans un bureau et de tous travailler aux mêmes horaires, etc. Alors que les outils finalement nous permettent de ne pas le faire. Et je crois que le confinement a fait quand même prendre conscience à beaucoup de gens de ça, que finalement on peut avec les outils numériques être très loin les uns des autres et continuer à travailler de manière plutôt efficace. Je pense pas que c'est la fin du bureau et des interactions en personne, mais en tout cas, je crois quand même qu'on va passer à une phase avec beaucoup plus de télétravail et pas forcément juste le télétravail de je suis chez moi mais j'habite quand même à Paris, pas très loin du siège de mon entreprise, mais potentiellement je vis quelque part en province. J'ai juste une bonne connexion internet et je viens au bureau de temps en temps, quoi. Tout à fait. Ok. Et alors, en termes pratico-pratiques, quand tu as dû quand même probablement échanger avec des collègues, c'est quoi l'attitude là dans cette phase de déconfinement? C'est quoi l'attitude que tu préconiserais justement de retour au travail pour les managers ou pour les dirigeants? Les points de vigilance particuliers, est-ce que tu sens que il y a des points particuliers à creuser où il faudrait faire gaffe à pas repartir à 100% comme avant? Ouais. Là, il se trouve que je vais pas retourner tout de suite, mais si je devais là retourner tout de suite au bureau, je pense que attendre d'avoir cette conversation-là avec chaque personne de mon équipe, parce que je crois qu'aussi chaque situation est différente. Moi, avec une vie de famille, j'ai trouvé ça hyper agréable d'être loin de Paris et beaucoup plus en télétravail, et l'idée de pourquoi pas ne jamais revenir à Paris fait son chemin.
En revanche, je sais que pour d'autres qui étaient seuls, voilà, j'ai plein de gens très jeunes dans mon équipe qui vivent seuls dans un studio. Pour eux, retourner au bureau, c'est aussi retrouver toute la vie sociale parce que leurs collègues, c'est aussi leurs amis. Donc, je crois que ouais, l'envie de retourner au bureau, elle peut être très différente selon les gens et mais que voilà, que chacun a un peu forcément changé son rapport au lieu du bureau dans cette période. Et je pense que je prendrai le temps d'avoir cette conversation-là avec chacun pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu sur ce qu'on attend d'eux et en tout cas qu'on soit très clair. Après, on peut ou pas répondre à leurs envies, mais qu'on soit très clair sur les envies de chacun, quoi. De savoir qu'un tel n'a qu'une envie maintenant, c'est partir vivre en province, et qu'un tel, au contraire, n'a qu'une envie, c'est le plus vite possible retrouver une vie sociale au bureau. Je pense que c'est des informations importantes pour un manager à avoir en tête. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir répondre aux envies de chacun, mais je crois que tout le monde a fait un gros chemin pendant cette période-là sur ce sujet, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Ok, moi, je pense que tu as répondu de ce point de vue-là à ce qui va changer dans notre façon de communiquer. En conclusion, j'avais quelques petites questions là qui vont aussi s'orienter vers ce que nous on fait. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on effectivement, nous on a la lecture de voir le manager demain, c'est peut-être ça la prise de conscience, il sera quand même un peu plus télétravailleur, alors comme tu dis, pas forcément 100%, hein. Mais derrière, ça va quand même amener des nouvelles compétences à maîtriser, parce que comme on va être ultra connecté. Toi, spontanément, c'est quoi les compétences que tu vois prendre le dessus en termes que ce soit soft ou hard, hein, un petit peu, si demain tu devais recruter dans des modes un peu remote comme ça? Ouais. C'est pas complètement nouveau pour moi puisque donc comme je disais on a une boîte internationale, on a beaucoup de gens à l'international dans mes équipes. Dans mon équipe, j'ai des gens basés en Russie par exemple. Donc bosser en tant que manager en remote avec des gens, ça va être, je pense, encore plus vrai après le confinement, mais j'ai déjà un peu d'expérience de ça avant. Je crois que la clé, c'est vraiment d'être sur un management de l'autonomie. C'est comment on rend les gens, comment on s'assure que les gens sont autonomes pour faire leur travail. Et donc, c'est beaucoup plus donner du contexte, enfin, passer énormément de temps en fait à donner du contexte. Jamais partir du principe que parce qu'ils ont lu tel mail ou ils ont tout le contexte. Enfin, il y a plus de temps à passer, je pense, au téléphone ou enfin, à l'oral, en fait, à faire un peu la voix off du contexte dont on a besoin pour tel ou tel projet. S'assurer que tout le monde a bien ce même niveau de contexte, être aussi hyper clair sur les objectifs et être aussi hyper à l'écoute. Et après, le rôle du manager, pour moi, donc c'est ça, donner un contexte hyper clair, des objectifs hyper clairs et être très disponible pour tous les bloqueurs ou les qui pourraient arriver en cours de route. Donc mettre aussi en place une relation avec la personne qui est bon bah voilà le contexte, voilà les objectifs. Si ça dérape, n'attends pas notre prochain point la semaine prochaine pour me dire que ça n'a pas pu avancer. Dès que tu es bloqué, tu me le dis et on débloque la situation. Donc voilà, je pense que c'est vraiment beaucoup plus mettre les gens en situation de pouvoir réaliser leurs tâches de manière autonome et être disponible pour pouvoir venir à leur aide quand finalement ils sont bloqués parce qu'ils ont besoin de la réponse d'un tel qui est pas juste à côté d'eux et donc c'est plus difficile pour eux de peut-être trouver la réponse tout seul. Oui, donc il faut travailler vraiment sur ces compétences d'écoute aussi. Ouais. L'autre question que je voulais te poser, c'est, vu qu'on travaille sur l'amélioration de la communication numérique, comment on convainc les dirigeants de se saisir de ce sujet? Parce que c'est un peu le but de ces interviews, c'est finalement, ça fait partie de notre quotidien de façon intégrale. Pourtant, on en parle assez peu, globalement. Au-delà d'un point de vue très outillage, déploiement de nouveaux canaux de communication, etc. On se pose assez peu de questions sur nos méthodes globales de communication. C'est quoi ce qui ferait mouche pour toi pour convaincre les gens de se dire tiens, il faudrait peut-être qu'on travaille sur ça? C'est une bonne question. Je pense que tu as probablement plus réfléchi que moi, puisque c'est le cœur du métier de Mailou. Je pense qu'il faut donner à voir, et je ne sais pas quelle est la bonne manière de le faire, quelle est la réalité de la vie, de la communication numérique pour différentes personnes dans la boîte. Je pense que c'est des réalités très différentes
quand on est dirigeant et qu'on reçoit peut-être beaucoup plus de mails ou qu'on passe peut-être beaucoup plus de temps en réunion, peut-être qu'on a du mal à projeter les gens de mon équipe, c'est quoi, eux, leur réalité de la communication numérique. Enfin, voilà, je pense que c'est des stress différents aussi. C'est peut-être beaucoup, c'est sans doute. Enfin, voilà, je sais qu'un mail du big boss qui arrive est beaucoup plus stressant pour quelqu'un qui est loin dans la hiérarchie de cette personne-là que pour quelqu'un qui interagit avec cette personne au quotidien et qui reçoit des mails de cette personne 3 fois par jour. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte en tant que dirigeant. Donc, je pense donner à voir différentes réalités de OK, c'est quoi le volume de mails, réunions, etc. C'est quoi les sources de stress principales pour différentes catégories de population dans l'entreprise. Je pense que ça peut juste un peu ouvrir les yeux des dirigeants sur des sources de stress dont ils ont peut-être pas conscience, quoi. Peut-être pas conscience que quand j'envoie un mail à mon père dans la hiérarchie, ouais, c'est sans stress si je le fais à 20 heures. Par contre, si je le fais au niveau N-2, c'est pas du tout le même, la même réaction de cette personne-là qui reçoit pas un mail de moi très souvent, et s'il le reçoit à 20 heures, va passer la pire soirée de sa vie parce que d'un coup, le niveau de stress monte très, très fort, quoi. Donc, il faudrait les faire travailler sur l'empathie, justement, pour essayer de prendre conscience des autres réalités que la leur. Et toi, quand tu regardes justement le fait qu'on a un flux de données assez important, tu dis dans la société qui se dessine, c'est quoi le risque que tu vois? Est-ce que tu dis finalement c'est pas grave, on a toujours su gérer et c'est un non-problème, ou est-ce que tu dis quand même il y a un moment ça risque d'avoir des impacts sur la performance de l'entreprise? Enfin, c'est quoi un peu ton regard là-dessus? Ouais, je trouve il y a un truc dont je me suis rendu compte un peu là en partant en congé maternité, et du coup, fallait un peu que je fasse une passation, enfin voilà, que je fasse un peu le tri dans les infos. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper dur de capitaliser toute cette information qui était du coup complètement éclatée, quoi, dans des mails, dans des Slack, dans des documents Google Drive qui eux non plus ne sont pas triés, classés. Enfin voilà, c'est en bazar dans le cloud. Donc c'est peut-être la perte d'information qui te. Ouais, je pense que c'est la capacité à capitaliser l'information. On est beaucoup dans de l'instantanéité, mais c'est pas forcément le bon format pour si dans un an les personnes ont changé et ont envie de se dire tiens, cette décision-là qu'on a prise il y a un an, pourquoi on l'a prise, le document synthétique qui résume ça, soit il n'existe pas parce qu'en fait ça a été fait dans des échanges multicanal, etc. Soit il existe, mais on ne sait plus trop où est-ce qu'il est rangé parce que c'était un Google Doc quelque part. Donc ça, je le vois un peu comme je pense que c'est ça le risque principal. Alors, vu qu'il est 11h45 et qu'on va essayer de tenir le timing, je te donne la dernière question. C'est si je te donne une baguette magique que tu peux utiliser qu'une seule fois pour régler un problème dans l'entreprise, qu'est-ce que tu ferais? Elle marche qu'une fois. Hein. Je pense que ce serait ce truc dont on a parlé au tout début là, d'autodiscipline sur la déconnexion, enfin de comment. Je trouve que c'est dur en fait de donner la confiance aux gens, d'oser en fait mettre leurs propres contraintes et communiquer dessus et dire voilà moi ma bonne journée de travail c'est organisé comme ça. J'ai pas la recette magique, donc là une baguette magique me servirait bien en fait pour que tout le monde tout d'un coup se dise oui, j'ai le droit et je peux, et tout le monde se portera mieux si je peux gérer ma journée de façon un peu flexible, avoir un peu de télétravail, avoir ces créneaux-là où je sais que je peux ne pas répondre et c'est ok et personne ne m'en voudra. Je suis convaincue que ça apporte un bien-être énorme à tout le monde, mais je n'ai pas encore craqué le comment on arrive à ce que tout le monde se sente légitime pour le faire. Donc, j'utiliserai la baguette magique pour donc, ça. Si on trouve la baguette magique, on te l'enverra. Je voulais te remercier. Et puis, pour le temps que tu as passé, 11h47, on va essayer de tenir, d'appliquer nos bons principes de timing. Juste pour info, donc ce cycle-là, on va le continuer au cours des prochaines semaines.
Donc, dans 15 jours, on reçoit Pierre-Édouard Battard, qui est le directeur général du Crédit Mutuel, qu'on passera aussi à la moulinette de la même manière. Et la semaine d'après, on aura Laure Lapostole, qui est la CFO de Kitok. Donc, l'idée, c'est d'avoir des échanges et des regards croisés sur des boîtes de tailles très différentes et de cultures différentes, puisqu'on se doute bien que le Crédit Mutuel n'est pas forcément dans le mode d'agilité de Blablacar ou de Kitok. Donc, c'est ça qui va justement être assez riche dans les échanges. Je tenais à te remercier beaucoup, Amélie, pour ce temps passé. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, le chat est là, on a encore quelques minutes. Ceux qui ont d'autres visios qui s'enchaînent peuvent reprendre leurs activités, puis on partagera le live, bien sûr, à l'issue. Donc, on est à votre écoute si vous avez quelques petites questions ou des envies de partager en particulier. Je vois que Xavier Lebrun a mis un commentaire sur le sujet du manque au niveau du management des connaissances. Je ne sais pas s'il souhaite partager peut-être comment ce sujet-là est géré dans son organisation. Pour répondre à la question de Julie qui demande après 5 ans toujours heureuse chez Blablacar, je dirais après 5 ans contente d'avoir un petit break un peu naturel avec le congé maternité. C'est une boîte fascinante mais qui est aussi qui bouge à toute vitesse. Donc j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans de la vie d'une boîte en 5 ans. Donc je pense que c'est des boîtes où et c'est un sujet aussi d'ailleurs je pense que j'ai partagé avec les RH de Blablacar où il y a d'autres boîtes qui font ça. PayPal fait ça, par exemple, tous les 5 ans. Il y a un congé sabbatique, en fait, pas imposé, mais tout le monde le prend. Donc, c'est quasiment dans la norme de le faire pour permettre aux gens de souffler et de prendre un peu de recul. Quels outils utilisez-vous pour la gestion du knowledge management? J'ai l'impression, ce que tu disais plutôt… On n'utilise pas, en fait, c'est le problème. On utilise Google Doc, mais personne n'a vraiment la responsabilité de ranger le Google Drive. Et donc, autant dire que c'est… Il y a peut-être un nouveau métier qu'on vient d'inventer, le rangeur de Google Drive. Ouais, peut-être. C'est amusant, enfin, je veux juste pendant que peut-être des compléments. Si Xavier, vous avez des compléments, n'hésitez pas. Ça me fait penser, discutant avec un ami qui bosse chez Renault, en fait, ils ont essayé 5 solutions de gestion de knowledge management et au final, à la fin, en fait, ils sont revenus à une chose qui est un disque dur réseau partagé. En fait, la première technique qui date d'il y a 20 ans, avec une arborescence de fichiers qui permet une bonne fois pour toutes de retrouver les infos. Et en fait, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont vraiment essayé toutes les plateformes possibles et imaginables, mais à la fin, des fois, c'est nos modes de fonctionnement qui font qu'en fait, on a besoin d'un tiroir et on est habitué à ça, qui font qu'on revient à ce fonctionnement assez classique et qu'on n'est pas forcément capable d'utiliser tous ces outils ultra puissants de knowledge management. Après, je serais curieuse quand même. Enfin, des fois, j'ai aussi un peu l'impression que on cherche un peu à se rassurer soi-même sur ces sujets de knowledge management, de dire, OK, c'est là, c'est sur le disque dur, si on en a besoin, on pourra y aller. Mais la réalité, c'est que c'est comme quand on déménage, quoi. On jette pas les trucs, on les met dans des cartons. Exact, et 3 ans après, on redéménage et le carton est toujours là, on l'a pas ouvert. J'ai l'impression aussi que souvent, on se rassure en se disant, c'est bien rangé, c'est là. Mais qu'en fait, on ne va jamais revoir cette information. Et que finalement, il faut peut-être être aussi un peu à l'aise à ça. Et peut-être que la principale clé pour le knowledge management, c'est d'avoir de la bonne rétention des employés un peu historiques. Moi, je vois la valeur dans le COMEX de Blablacar d'avoir des gens qui sont là depuis le tout début, qui ont vu pas mal de choses, etc. Et de s'assurer que les employés qui ont cet historique-là un peu dans la tête, en fait, et dans le vécu, ce qui est quand même beaucoup plus riche que juste sur des slides ou des rapports de réunion stockés sur un disque dur. On les chouchoute un peu et on s'assure qu'on n'a pas un churn massif où tout d'un coup on va perdre tout un pan de l'histoire et du vécu de la boîte. Je crois que le knowledge management, il est quand même aussi beaucoup sur la gestion de la rétention des employés. Après, ça soulève aussi des questions. Je pose beaucoup sur aussi la gestion des boîtes. Est-ce qu'on ne doit pas être plus à l'aise avec la perte d'informations? Enfin, on a une vision un peu presque statique de la constitution de la connaissance. Et finalement, peut-être que, comme tu dis, elle est liée aussi aux personnes, et puis que quand d'autres personnes arrivent, elles vont reconstituer leur socle de connaissances. Enfin, peut-être qu'il y a aussi d'autres modes
de penser là-dessus. L'exemple simple, c'est quand on travaille, un des ateliers qu'on fait, c'est de nettoyer les boîtes aux lettres où on se dit, OK, pour réduire le bilan carbone, on va enlever 30% de sa boîte aux lettres. Et cet exercice, même à titre perso, hein, si vous le faites, c'est fascinant, c'est extrêmement angoissant de supprimer les emails qu'on a depuis 10 ans. Et qu'on n'a jamais ouvert, mais parce qu'on a besoin de se dire qu'ils sont là. Pourtant, cette info, elle nous sert jamais. Et même le jour où on en aura besoin, en fait, on la reformalisera à la sauce du jour, parce qu'au bout de 5 ans, c'est périmé, en fait, ça correspond plus à la réalité. Mais donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur aussi accepter peut-être de perdre de l'information, d'être un peu plus agile là-dessus. Mais je pense que la réponse est assez complexe à trouver. Ouais. Bon, je pense qu'il va falloir que tu invites Xavier Lebrun pour parler de knowledge management. Tout à fait. Bah, Xavier, je reprendrai contact avec vous. On pourra faire un petit webinaire sur knowledge management. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Julie, que c'est aussi une culture, le knowledge management, parce que c'est une notion de partage d'informations. C'est vrai que ce que je disais sur la rétention des employés, ça ne vaut que si à l'époque où ces employés-là étaient dans l'entreprise, ils avaient visibilité sur ce qui s'est passé. Et c'est vrai que chez Blablacar, on a une culture très transparente de partage d'informations. Donc, on peut être au courant de ce que telle ou telle équipe a fait, même si on n'est pas dans cette équipe. Et je crois que c'est effectivement très important parce que on constitue aussi une partie du capital de connaissance de l'entreprise en s'assurant que un grand nombre d'employés savent pourquoi on a fait telle chose à tel moment, quel résultat ça a donné, quel peut-être apprentissage on en a tiré. Et voilà, share more, learn more, c'est un des principes internes avec Dream, Decide, Deliver qui illustre cette transparence qu'on met en place chez Blablacar. Complètement d'accord, ouais. Super. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser vaquer à vos activités. Julie, encore un petit mot. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. N'hésitez pas à repartager derrière sur les réseaux la rediffusion, parce que je pense qu'on est tous assez asynchrones avec nos rythmes de travail. Et merci beaucoup Amélie pour le temps que tu nous as accordé. Bon courage pour les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup Arthur. Bon courage à tous pour la reprise progressive de la vie déconfinée.